Bienvenue à l'entretien de la semaine. La semaine qui s'achève a vu donc un changement au niveau de la région avec la reprise des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Pour faire un éclairage de la situation sur place, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans ce studio l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Bonjour et bienvenue à l'entretien de la semaine. Bonjour. Oui, donc presque tous les principaux ténors de la vie politique congolaise à l'élection présidentielle en RDC du 20 décembre prochain ont déposé donc leur dossier de candidature. Entre-temps, la situation ne cesse de se dégrader à l'est de ce pays avec de nombreux affrontements entre le FARDC, l'armée régulière, et notamment avec la rébellion de M23. À quoi est dû ces nouveaux combats? Écoutez, d'abord, le dépôt de toutes les candidatures pour la présidentielle, c'est une bonne chose. C'est un exercice politique, un exercice citoyen qui devait se faire. Mais les groupes qui se battent encore une fois à l'Est, que ce soit les FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, et les autres groupes, il y a bien des raisons. Mais on peut en retenir quelques-unes, à mon sens, si je fais une bonne analyse de la situation. Les FARDC, ce sont des forces de l'armée régulière. Eh bien, ils ont fait allégeance et promis aux jurés respect et, aux institutions de l'État, du gouvernement congolais. Donc, eux, ils doivent se battre toujours pour dire, écoutez, on doit faire le travail qui nous incombe, surtout que leur chef a promis au peuple congolais que le Congo allait être l'Allemagne d'Afrique. Alors, si cela a été promis et que ce sont des candidatures qui se présentent maintenant pour les présidentielles, il faut que cela se fasse. Mais quant aux autres groupes, là, je parlais des groupes qui sont avec les FARDC, c'est-à-dire les FDLR, on les connaît aujourd'hui sous le nom de Wazalendo. Ces groupes-là, ils se battent parce qu'ils ont été recrutés par le gouvernement. Ils ont l'uniforme de FARDC, donc ils ont aussi obédience à l'institution. Quant au groupe du M23 et les autres groupes, parce qu'il y en a beaucoup, il y a plus de 150 qui sont au Congo et à l'est du Congo, ils ont des motifs différents. Articulés ou non, mais ils ont des motifs différents. Il y en a qui ont été créés par des politiciens, des ministres, des députés, des officiers supérieurs, etc., tous soutenus ou entretenus par des forces étrangères qui sont en train de le faire à cause des gains économiques pour des pierres précieuses, etc. Donc, vous avez tout un tout qui constitue un centre d'intérêt pour des luttes qui vont continuer si les intérêts des uns et des autres continuent à être articulés. Le contexte sécuritaire reste donc volatile et dangereux sur l'ensemble du territoire de la RDC. Différentes initiatives régionales sont restées difficilement respectées par les différents belligérants. Que doit faire donc la région pour tenter de ramener le calme, surtout à l'approche de l'échéance présidentielle de décembre prochain? Ici, je crois que la meilleure réponse que je puisse donner s'inscrirait dans le cadre de ce qui vient de se faire à Addis Abeba, où il y a eu une réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres, auxquels le Congo fait partie, est membre. Eh bien, ces chefs d'état-major, ce sont les armées, ce sont les généraux supérieurs, ont décidé, dans un groupe englobant tout le monde, qu'au fait, ce qui a été prédit avant, qui a été conseillé avant, devait se faire aujourd'hui plutôt que hier. Et ça, c'est le dialogue politique. La solution n'est pas nécessairement militaire.
la solution ne devrait pas être militaire, mais plutôt autour d'un dialogue politique. Donc il y a un dialogue politique qui doit être encouragé. Les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note jeudi 28 septembre dernier de la demande de la République démocratique du Congo RDC d'un retrait accéléré des casques bleus, même si certains se sont inquiétés de l'impact d'un départ précipité pour la population civile. Est-ce que le pays est actuellement prêt à faire face à un tel retrait? À mon sens, le pays n'est pas prêt, pas du tout. Parce que pour être prêt, il faudrait que le pays soit socio-économiquement et politiquement disponible, c'est-à-dire dans le sens de prouver les capacités de gestion, les capacités de management qui peuvent montrer que ces troupes parties, même s'ils ont été autour d'eux pendant plusieurs années, mais ils avaient au moins une mission. Je ne dis pas qu'ils ont accompli toute la mission qui leur avait été assignée, mais au moins ils faisaient le travail de présence qui exige aux uns et aux autres un certain respect de l'éthique. Mais si cette éthique n'a pas tenu, si la forme de formation ou si la forme de développement de personnel et des capacités qui devaient être inculquées dans les pratiques des Congolais n'a pas eu lieu ou n'est pas encore en place, ça veut dire que le moment de partir n'est pas nécessairement celui-ci, mais il aurait été mieux s'ils pouvaient bien rester, mais à condition qu'ils fassent ce qu'ils n'ont pas fait pendant les 4 ans qu'ils ont fait. Je me rappelle que cette mission a été formée en novembre 1999 par la résolution 1279. Eh bien, depuis novembre 1999 jusqu'à aujourd'hui, c'est bientôt 24 ans, le mois prochain. Quand je cherche le bilan, j'ai l'impression que le bilan est très négatif. Donc, qu'il soit négatif ou positif, je me demande plutôt pourquoi et quelles sont les raisons qui poussent les Congolais à dire « foutez le camp, vous n'avez pu rien faire » ou alors « vous nous embêtez » ou « vous ne nous aidez pas à continuer à faire ce que nous voudrions faire » à condition qu'eux-mêmes aient une vision pour dire « c'est là où nous voulons aller, voilà comment nous allons le faire, allez-y, nous pourrons voler par nos propres ailes ». Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est prêt? Je ne sais pas et je ne voudrais pas spéculer là-dessus. Si vous voulez bien, nous allons aborder un autre sujet important, l'appel à la haine contre les populations d'expression rwandophone continue à être relayé par certains responsables congolais et certains médias avec des scènes de lynchage insoutenables de civils innocents. Que doit faire la communauté internationale pour stopper cela? Est-ce que vraiment cette communauté internationale a la volonté de le faire? Ben écoutez, la communauté internationale, quand il s'agit de la notion de cette communauté internationale, je l'ai dit, je le répète toujours, elle n'est pas palpable. On parle de communauté internationale quand on ne peut pas mettre la main ou pointer le doigt à quelqu'un. Donc ça devient vague. Si ça devient vague, ça veut dire que vous parlez de la communauté internationale qui est là, sans préciser qui est ce membre de la communauté internationale. Ça veut dire que vous ne responsabilisez personne pour faire un travail précis. Alors à ce moment-là, je préfère plutôt dire pourquoi est-ce que les membres de cette communauté internationale, parce que là c'est une définition qui peut être correcte, pourquoi les membres de cette communauté internationale n'interviennent pas à temps opportun et comme il faut pour essayer de résoudre les problèmes qui se trouvent au Congo. Je vous donne l'exemple d'hier ou avant-hier. Hier, j'ai vu des déclarations de tous les coins au sujet de ce qui s'est passé en Israël. Mais quand je regarde les déclarations ou les commentaires de ce qui s'est passé à Goma, par exemple, quand il y a eu récemment un massacre des innocents, non. C'est comme si c'était quelque chose qui arrive aux moustiques
ça n'arrive pas aux êtres humains. Donc il y a une certaine politique de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Alors ça veut dire que si les intérêts divergent, si leurs intérêts se trouvent ailleurs, cette communauté internationale ferme les yeux, ferme les oreilles, n'entend rien, ne voit rien et ne dira rien. Alors c'est ce genre de silence qui a fait que les autorités congolaises officielles et locales ont continué à discriminer contre les innocents Tutsis, par exemple, sans que personne n'en fasse un mot. Il y a des pays qui connaissent cette histoire de discrimination raciale, de discrimination ethnique, qui sont derrière cette formule. Parce que là, vous parlez d'une formule d'ethnisation ou de radicalisation des tribus. Mais ils se taisent, ils n'en parlent pas. Quand vous parlez des ethnies, des rwandophones ou des Tutsis au Congo, ce n'est pas une histoire nouvelle, ce n'est pas une étrange histoire aux Belges, ce n'est pas une histoire qui est étrange aux Allemands, ce n'est pas étrange aux Anglais, aux Britanniques. Ils savent. Parce que quand ils ont décidé de dessiner les frontières des pays d'Afrique, en ce qui concerne particulièrement le Congo actuel et le Rwanda actuel, ils ont divisé carrément, de façon arbitraire. Une ligne droite, de temps en temps même, géométriquement bien tracée, pour dire, écoutez, ici, c'est la ligne, ici, c'est le Congo, ça, c'est le Rwanda. Vous avez tracé cette ligne entre les familles. Le père se trouve ici, la mère se trouve là-bas, le grand-père se trouve ici, les fils se trouvent de l'autre. Ce n'est pas normal. Et il y a des écrits. Mais personne ne veut toucher, personne ne veut tirer des tiroirs tous ces écrits pour dire « mea culpa ». Nous sommes conscients que nous avons été à l'origine de ceci. Personne ne veut parler. Ce silence, c'est un silence complice, un silence complice. Et au lieu de prendre ça comme une situation à laquelle il faut trouver un remède, donc, pour leurs intérêts, encore une fois, ils essaient de continuer à les diviser, à nous diviser, pour mieux tirer les profits en ce qui concerne les intérêts stratégiques. Donc, c'est ça la situation. Je n'invente rien, je ne spécule sur quoi que ce soit. Et c'est ça qui continue à perpétrer cette tuerie, cette discrimination qui sévit en Afrique, à l'est de la RDC et en Afrique en général. Ça, c'est dommage. Merci beaucoup à notre invité. Je rappelle que nous recevons donc l'ambassadeur Joseph Mutaboba qui revenait avec nous sur l'actualité donc dans la région de Grand Lac, plus précisément la situation sécuritaire en République démocratique du Congo.